Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va non, pas, mais Alex? Dépêche-toi de fermer la porte ou il va s'en Mais aller. quoi? Est-ce que je dois le faire moi-même? Qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas. Adieu. Ça y est, je l'ai, ce sale petit suceur de sang. Tu m'as fait peur. Les moustiques sont parfois très dangereux, tu sais. Ils peuvent transmettre des maladies graves, comme la fièvre jaune, par exemple. La fièvre jaune? Quelle chance qu'on m'ait vaccinée aujourd'hui. Hein? Un vaccin? Oui, on me l'a fait ce matin à l'école. Je me demande comment un simple vaccin peut nous empêcher d'attraper une maladie. Je sais pas, mais on va le savoir. Oui, bonne idée. Demandons à l'ordinateur. Ah, Louis Pasteur. C'est lui qui a inventé la vaccination. Salut, Ordi. Alors, vous voulez en savoir plus sur Louis Pasteur? Oui, pourquoi tout le monde doit-il se faire vacciner? Eh bien, suivez-moi et nous le découvrirons ensemble. Allons-y! Louis Pasteur est un Français né en 1822. C'était un chimiste et un biologiste. Il a consacré sa vie à la prévention des maladies. Il a découvert le principe de la vaccination qu'on utilise encore aujourd'hui. Grâce à lui, des millions de gens ont été sauvés de maladies dangereuses. Nous sommes à Paris en 1857. Pasteur est professeur de sciences à l'école normale supérieure et c'est là qu'il poursuit ses recherches. C'est dans cette petite pièce qu'il installa son laboratoire de chimie. Petite pièce peut-être, mais il y fit de grandes découvertes au sujet des microbes qui flottent dans l'air et qui sont responsables de centaines de maladies contagieuses. Le laboratoire de Pasteur. Je suis impatiente de voir ce qu'il y a dedans. Oh, de l'alcool, je ne supporte pas les odeurs d'alcool. Très intéressant. L'odeur qui émane de ces flacons est très forte. C'est de l'alcool obtenu par fermentation du sucre. Pourquoi de l'alcool? Parce que la fermentation est causée par de petits microbes qu'on ne peut voir qu'au microscope. Et c'est ce que Pasteur étudiait. Ils n'apparaissent pas comme ça spontanément. Ils doivent bien venir de quelque part. En ce temps-là, la plupart des savants pensaient que les microbes naissaient spontanément. Mais Pasteur, lui, ne croyait pas à la théorie de la génération spontanée. Alors, Pasteur, vous pensez vraiment qu'il existe des micro-organismes qui flottent dans l'air? Exact. Pourquoi? Je crois que vos recherches sont une perte de temps. Elles ne conduiront à aucune utilisation pratique. Je suis sûr que cette recherche est capitale. La connaissance de ces phénomènes fera grandement avancer la médecine. Pourquoi n'êtes-vous pas raisonnable? Vous êtes un brillant scientifique et il y a bien d'autres sujets d'études et plus intéressants. Non, ma décision est prise. Pasteur, réfléchissez-y. Quel homme obstiné. Ainsi, Pasteur poursuivit seul ses recherches sans beaucoup d'encouragement. Mais un jour... Monsieur Pasteur! Votre fille aînée est en train de mourir de la fièvre typhoïde. Quoi? Un message vient juste d'arriver d'Arbois. Je suis tellement désolée. Quoi, la typhoïde? Ma pauvre Jeanne. L'effroyable fièvre typhoïde, des milliers en sont morts. Et aujourd'hui, la fille tant aimée de Pasteur en est une nouvelle victime. Cher père, nous avons reçu votre message aujourd'hui, nous annonçant la mort de notre chère Jeanne. Nous espérions que près de vous, à Arbois, elle aurait été protégée de l'épidémie. Je sais maintenant qu'il n'y a aucun lieu sûr à l'abri de cette contagion. Il faut penser aux enfants qui sont vivants. Dès aujourd'hui, je dois consacrer ma vie à combattre ces maladies pour qu'elles ne tuent pas d'autres enfants, comme elles ont tué ma pauvre Jeanne. Et Louis Pasteur accomplit une grande œuvre. Grâce à ses travaux scientifiques, la vie de nombreux enfants et de millions de personnes dans le monde fut sauvée. Il écarta la menace d'effroyables épidémies. En 1860, Pasteur s'installa dans un laboratoire plus grand et mieux équipé. Et Pasteur fut le premier savant à prouver que les microbes étaient présents dans l'air. Les microbes sont des êtres vivants qu'on ne peut voir qu'au microscope. Ce sont les micro-organismes tels que les bactéries, les virus, les moisissures, etc. C'est bien ce que je pensais. Ils sont vivants et se multiplient. Est-ce que je peux voir, monsieur Pasteur?
Vous avez raison, ils sont vivants. Mais comment font-ils? En fait, ils flottent dans l'air. Lorsqu'ils tombent dans le bouillon de culture, ils se multiplient. Absurde! Votre théorie est absolument fausse, Pasteur. Les micro-organismes ne flottent pas comme ça dans l'air. Monsieur Pouchet défend la théorie de la génération spontanée des microbes. La cause de la pourriture est que les micro-organismes apparaissent spontanément à l'intérieur des choses. La génération spontanée est ce que l'on appelle le processus de putréfaction. Les théories de Pasteur sont de pures idioties. Je ne pense pas que Monsieur Pouchet croit que Pasteur ait fait la preuve de l'existence des microbes dans l'air. Non, 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 pas encore! Pouchet n'était pas le seul à croire cela. Beaucoup de savants pensaient comme lui. Les anciennes civilisations avaient chacune leur conception sur la vie, la mort et la création. L'idée de génération spontanée remonte à la nuit des temps. Jusqu'au XVIIe siècle, personne n'avait jamais vu un microbe. Et les gens ne changent pas facilement d'avis. Oh! Jusqu'au XIXe siècle, peu de gens gravement malades avaient une chance de sortir vivants de l'hôpital. Et après une opération, les risques d'infection étaient très grands. Pendant la révolution industrielle en Angleterre, il y eut de nombreuses épidémies. Les gens travaillaient 12 heures par jour dans des usines mal aérées. Ils habitaient dans des logements insalubres. Dans cet environnement, les maladies se propageaient rapidement. Riches et pauvres, jeunes et vieux étaient victimes de la typhoïde, du choléra, de la dysenterie et la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans. La vie était insupportable et la mort était tellement courante que personne ne se souciait d'en trouver les véritables causes. À Londres, en 1847, une épidémie de grippe toucha un quart de la population et environ 5000 personnes en moururent. Personne, pas même les médecins, ne pouvait y faire quoi que ce soit. Les malheureux affamés se nourrissaient d'ordures. Ils ne se doutaient pas que des microbes dangereux se trouvaient dans chaque bouchée qu'ils avalaient. Le bétail attirait les mouches par millions. Et les mouches transportaient et propageaient les microbes. Elles se multipliaient, pondaient des œufs, qui en devenant larves reproduisaient le cycle à l'infini. Malheur! Personne ne voulait croire Pasteur tant qu'il n'avait pas fait la preuve de ses théories. Il était convaincu que les microbes dans l'air étaient à l'origine de la putréfaction. Mais il fallait qu'il le démontre. Et maintenant, je fais chauffer ce ballon. Oh, oh. Là. Mais pourquoi faites-vous bouillir cette solution? Je vais faire une expérience. Oh, le verre fond. Je l'ai bouché. Et maintenant, que faites-vous? On va attendre. Le liquide dans le flacon bouché est limpide, alors que l'autre est trouble. En faisant bouillir la solution, on tue tous les microbes. Mais si vous laissez le flacon ouvert, les microbes de l'air viendront recontaminer la solution. Dans l'expérience que vous venez de voir, j'ai tué tous les microbes en faisant bouillir la solution. Puis j'ai fermé le ballon, de sorte qu'aucun autre microbe ne puisse y pénétrer. Et la solution reste pure. Et la voilà la preuve. Ainsi, Monsieur Pasteur avait définitivement démontré que les microbes sont dans l'air. Cette découverte fut unanimement saluée et Pasteur fut élu membre de l'Académie des sciences. Oh. Vous êtes un brillant scientifique et il y a d'autres sujets d'études auxquels vous pourriez vous consacrer. Non, ma décision est prise. Pasteur! Le professeur Biot aurait été si fier de voir son ancien élève et ami, Louis Pasteur, devenir membre de l'Académie des sciences. Ah, cher Biot, c'est à vous que je le dois. J'aurais tant voulu que vous puissiez vivre cet événement. Son élection à l'Académie des sciences était un grand honneur, mais il n'était qu'au début de la lutte contre les maladies. Pasteur continuait intensivement ses recherches sur les microbes, persuadé qu'ils étaient la cause de nombreuses maladies. Comme nous le savons maintenant, ce que Pasteur pressentait était juste.
En Angleterre, ses travaux furent remarqués. Regardez, gentlemen, je viens de recevoir un autre rapport fascinant de Louis Pasteur. Le chirurgien Lister cherchait depuis longtemps les raisons de la mort de tant de patients lors des opérations. En ce temps-là, 45% des personnes que l'on opérait mouraient. Elles contractaient des fièvres, des infections et mouraient de gangrène et de septicémie. Des infections causées par des microbes, hein? Intéressant. Yes, avant d'opérer, ne faudrait-il pas trouver un moyen d'éliminer les microbes de la salle d'opération? J'ai pu constater qu'il n'y a pas d'infection lorsque les lésions sont internes. Mais si une plaie est ouverte, l'infection s'installe presque immédiatement. C'est vrai. Alors, Je pense qu'il est raisonnable de croire que les microbes de l'air contaminent la plaie et l'infectent. je pense que c'est tout à fait plausible. Il y a beaucoup de travail devant nous, gentlemen. Pendant ce temps-là, Pasteur était chez lui à Arbois en France. Faire du vin était l'une des principales activités de la région. Les vignerons lui demandèrent de trouver un moyen d'éviter que le vin ne devienne du vinaigre. Parmi les nombreuses méthodes qu'il testa, chauffer le vin s'avéra la plus efficace. Mais comment ne pas dénaturer le vin? Cela va poser un problème. Il me faut trouver la bonne température, assez forte pour tuer les ferments qui rendent le vin aigre, sans détruire ceux nécessaires à son vieillissement. La levure de vin est encore vivante. J'ai trouvé la solution. Il suffit de chauffer le vin, puis de le refroidir brutalement. Oh oui, formidable. Chauffer à une température de 50-60 degrés tuera les mauvais ferments, sans dénaturer la levure. C'est une température moyenne, mais suffisante pour cela. Faites attention, il est primordial que vous nettoyiez soigneusement votre matériel et les tonneaux dans lesquels vous faites le vin. Regardez, il y a une lettre du docteur Lister d'Angleterre. Ah oui, le chirurgien. Il a découvert une nouvelle méthode pour tuer les microbes basée sur mes travaux. C'est très gratifiant. La méthode que Lister développa pour désinfecter les instruments chirurgicaux consistait à les plonger dans une solution de phénol. Le chirurgien désinfectait ses mains de la même manière. Lister inventa également un atomiseur de phénol. Il vaporisait cette solution dans les salles d'opération. Mais curieusement, la plupart des médecins ne croyaient pas en la méthode de désinfection inventée par Lister. Avant toute opération, passez votre instrument chirurgical sur une flamme. Comme cela, vous détruirez les microbes qui s'y trouvent. Si vous prenez ces simples précautions, vous sauverez la vie de nombreux patients qui, sans cela, mourraient. Oh! Je dois aller voir mon père tout de suite. Pasteur eut soudain le pressentiment d'un grand malheur. Quand il arriva chez son père à Arbois, il comprit que sa prémonition était tragiquement vraie. Il arrivait trop tard. Son père était mort le matin même. Dans la même année, Pasteur perdit également 2 de ses filles. En 1868, Pasteur lui-même eut une hémorragie cérébrale qui lui paralysa le bras et la jambe gauche. Quelle terrible souffrance pour un seul homme, mais malgré cela, il poursuivit sans répit ses recherches contre la maladie. Je pense que je suis près du but. Il étudie le microbe qui est responsable du choléra chez les poules. J'ai retrouvé cette culture au fond de mon laboratoire et les microbes semblent encore vivants. Que se passerait-il si vous l'injectiez quand même à une poule? Elle attrapera probablement le choléra et mourra. Mais après quelques jours... Hé! Encore vivante! Incroyable, les poules atteintes du choléra meurent obligatoirement. Ne pensez-vous pas que des microbes vieux de plusieurs semaines pourraient être affaiblis? Continuons l'expérience. Je lui injecte le microbe virulent, ainsi qu'à une poule qui n'a jamais eu d'injection. Celle qui n'a jamais eu d'injection meurt. Celle qui a eu les 2 injections est toujours vivante. Mais qu'est-ce que cela veut dire, monsieur Pasteur?
Cela signifie que la poule à qui on avait déjà injecté le microbe a développé une résistance. Lorsqu'on leur a injecté à toutes deux le microbe virulent, la première n'est pas tombée malade. Après plus de 4 ans d'expérimentation, Pasteur réussit à trouver des vaccins contre le charbon du mouton et le rouget du porc. Cela fit faire un pas géant à la recherche médicale. La vaccination, voilà le remède. Recevoir une injection d'un microbe affaibli tant qu'on est en bonne santé vous empêche d'attraper la maladie. C'est aussi simple. La vaccination permet au corps de développer une résistance à la maladie. Voici un chien enragé. Il souffre de l'un des maux les plus terribles que l'on connaisse, la rage. Quelqu'un mordu par un chien qui a la rage sera malade dans les 2 semaines et ensuite, quand le virus atteindra son cerveau, il mourra. Je ne vois pas le microbe de la rage dans la salive que j'ai prélevée sur ce chien enragé. Intrigué par cela, Pasteur prit alors des échantillons de sang de ce chien et les examina au microscope. Mais il n'y vit rien de particulier. Très bizarre. Voyons, nous savons que la rage est une maladie du système nerveux. Peut-être dans le cerveau. Mais il ne put rien trouver non plus dans le cerveau du chien mort. C'est tout à fait normal. Le virus de la rage ne pouvait être vu avec les microscopes de l'époque. Il fallut attendre l'invention du microscope électronique. Si Pasteur avait eu un de ces microscopes, il aurait trouvé ce qu'il cherchait. Mais il ne fut mis au point qu'au siècle suivant. Pasteur se rendit compte que le microbe était plus concentré dans le cerveau que dans la bave. Une injection dans les muscles n'est pas immédiatement mortelle. Mais où le microbe agit-il le plus rapidement? Dans le cerveau, il faudrait tenter une injection directement dans le cerveau. Quoi? Mais le gentil Pasteur ne pouvait se résoudre à faire une injection dans le cerveau de ce pauvre chien. Mais un jour, pendant l'absence de Pasteur, son assistant fit une injection à sa place. Quelques jours plus tard, les symptômes de la rage apparurent. Il était manifeste que l'expérience avait marché. Pasteur essaya de fabriquer un vaccin contre la rage en se servant de lapins. En injectant des lapins vivants le microbe prélevé sur des lapins morts de la rage, il finit par obtenir un microbe très virulent. Cela allait lui servir à fabriquer son vaccin. À partir de ces cultures de microbes virulents, il fallait maintenant produire un microbe affaibli, dont les effets ne seraient plus mortels. Pour affaiblir le microbe, il fit sécher un bout de moelle épinière d'un lapin mort de la rage. Avec ces extraits de moelle épinière desséchés, il fit ses premières vaccinations. On approchait du but. Pasteur allait procéder avec les chiens comme il l'avait fait avec les poules. Messieurs, le jour est venu. Je vais tester l'efficacité de mon vaccin. Pasteur injecta le virus de la rage à des chiens vaccinés et à d'autres qui ne l'étaient pas. Ensuite, il fallut attendre 2 semaines pour que le virus agisse. Les chiens vaccinés restèrent en bonne santé. Les autres moururent de la rage. L'expérience de Pasteur fut un succès. Pasteur fit un dernier test avec le vaccin. Il mit en contact des chiens vaccinés avec des chiens atteints de la rage. Le chien enragé attaqua directement. Mais le chien immunisé ne contracta pas la rage. L'expérience était concluante. Oh, bravo! Étonnant, je n'aurais jamais cru une chose pareille. Tout le monde reconnut le grand progrès qui venait d'être accompli. Pasteur ne voulait pas en rester là. Il lui fallait maintenant appliquer ses découvertes à l'homme. Un garçon de 9 ans, Joseph Meister, avait été mordu par un chien enragé. Sa mère désespérée était venue chez Pasteur chercher de l'aide. S'il vous plaît, sauvez-le. J'ai entendu dire que vous aviez découvert un traitement contre la rage. Madame, je ne l'ai jamais testé sur l'homme. Vous devez nous aider. Vous êtes notre seule chance. Sans traitement, il mourra certainement. Je sais. Pauvre garçon, Pasteur n'avait jamais appliqué son traitement sur l'homme et il hésitait à tenter l'expérience. Vous ne pouvez pas le voir ainsi, laissez mourir, monsieur Pasteur. Même si le traitement est dangereux, ça lui donne au moins une chance de survivre. Je vous en supplie, monsieur Pasteur. Que faire? Oh, vous en faites pas, monsieur Pasteur. Je suis sûre que votre traitement peut être appliqué aux humains.
Et si ça ne va pas? Vos expériences étaient convaincantes, non? Les humains sont différents des chiens et des lapins. Qu'arrivera-t-il si mon traitement tue cet enfant? Cela prend de 2 semaines à 1 mois pour que la rage se déclare après une morsure. Si le traitement ne fait pas d'effet dans les 15 jours, cela signifie qu'il aura été inutile. Monsieur Pasteur, si ce garçon ne reçoit aucun soin, vous savez dans quelles atroces souffrances il va mourir, le pauvre. Tu as raison, Hardy. Entendu, je prends le risque. Oh, merci. Pasteur décida d'administrer le traitement par étapes. Il fit une série de 12 injections. À chaque nouvelle injection, le virus employé était un peu plus virulent, après quoi la seule chose à faire fut d'attendre et d'espérer. Ouais! Grâce à Monsieur Pasteur. Vous vous sentez mieux, Joseph? Je me sens bien. N'est-ce pas un succès? C'est un succès total. Le traitement agit et Joseph ne doit plus avoir peur d'attraper la rage. Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez sauvé la vie, Monsieur Pasteur. Merci. Merci. Fais attention à toi, Joseph. Et merci au ciel de m'avoir permis de réaliser mon rêve. En signe de reconnaissance pour lui avoir sauvé la vie, Joseph Meister, devenu adulte, travailla comme gardien à l'Institut Pasteur. Ok, tout est normal. Vous êtes en parfaite santé. Vous pouvez vous relever. Je suis contente que tu ailles bien. Mais qu'est-ce que le médecin t'a fait au juste? Ben, il m'a posé des électrodes pour analyser mon rythme cardiaque qui a été enregistré par l'ordinateur. Quand je pense que là-dedans, il y a tout mon dossier médical. L'ordinateur peut indiquer au médecin les vaccins que j'ai déjà eus, les maladies et les opérations. C'est beaucoup plus précis. Et ça évite à chaque fois de répéter la même chose. C'est tout ce qu'il peut faire? Non, regarde. Il peut également analyser les images médicales. Et en cas d'urgence, si tu as besoin d'une transfusion, il connaît déjà ton groupe sanguin. Si l'hôpital ne dispose pas de sang du même groupe, il peut indiquer quelle banque de sang en a et l'acheminer au plus vite. Waouh! Formidable! Depuis Louis Pasteur, la médecine et les conditions de vie ont quand même bien évolué. Mais moins je vois mon médecin, mieux je me porte. Oui! Et vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. À bientôt et souvenez-vous de Louis Pasteur.